Bonjour et bienvenue à cette édition culturelle de Regard Extérieur. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter cette émission. Je remercie Karine Oriot de me permettre d'être avec vous pour vous présenter cette émission sur le cinéma africain, sur son émergence, sur son financement, sur les relations intergénérationnelles. Nous allons en parler avec nos invités. Bonjour, je suis Glad Amoglemra, scénariste, auteur, réalisateur et poète à mes heures perdues. Je tenais d'abord à vous remercier pour cette vitrine que vous offrez au cinéma dit africain. Qu'est-ce qui enrhume ce cinéma? Je vais ouvrir volontairement 3 volets. Le premier volet, c'est le complexe d'infériorité vis-à-vis de l'Occident. Le second, c'est cette bataille pour l'émergence du cinéma que l'on fait en rang dispersé, créant parfois des rivalités que je trouve absurdes. Le troisième volet, c'est la perte d'identité, qui pour moi est une piste d'égarement sans nom. Qu'est-ce que je propose comme solution à mon propos? C'est de rappeler d'abord que faire du cinéma, c'est raconter une histoire. C'est partir d'un point A à un point B. Et pour faire ce parcours, certains ont des limousines, d'autres des vélos, des brouettes, des bicyclettes. Mais qu'à cela ne tienne, il faut faire ce trajet avec les moyens à sa disposition. Il faudrait apprendre à travailler en équipe. On a toujours tendance à vouloir écraser les autres pour s'affirmer, alors qu'il en ressort le meilleur que quand on travaille en équipe. Et un point important, c'est de rester authentique. Faire du cinéma d'abord pour soi, parce qu'on existe, et pas parce que l'on veut exister. Pour terminer, je parlerai de la distribution et de la diffusion. Cela doit être adapté à notre environnement à hauteur de nos moyens, au détriment de l'indifférence inouïe qu'affichent parfois nos gouvernants. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et encore merci pour cette vitrine que vous offrez au cinéma dit africain. Au revoir. Les invités donc, que je vous présente d'ores et déjà, je vous présente Marie-Philomène Nga. Donc Marie-Philomène, vous êtes un visage familier du cinéma en France, mais également en Afrique. Vous êtes actrice, vous êtes comédienne. Les gens le savent moins, mais vous êtes également chanteuse. On vous a vu récemment dans cette série de Lucien Jean-Baptiste. Il a déjà tes yeux, cette série qui a fait beaucoup parler d'elle, parce que cette série est tirée d'un film, le film qui est sorti en 2016, du même titre, Il a déjà tes yeux. Nous vous remercions d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Marie-Philomène. Bonjour. Nous avons également avec nous HTB. HTB, donc on vous retrouve habituellement au générique de cette émission, puisque régulièrement vous la réalisez. Mais ce que les gens savent moins, c'est que vous êtes producteur. Vous êtes également responsable de Undercover Brothers. Ouais. Vous êtes également directeur de production à la télévision B-Black. Et vous nous parlerez tout à l'heure d'un projet que vous allez lancer pour l'année prochaine. On est ravis d'être avec vous et de la discussion que nous allons mener ensemble. Et tout à l'heure, donc par téléphone, nous aurons également Sidiki Bakaba. Est-ce qu'il faut le présenter encore? Sidiki Bakaba, comédien, producteur, réalisateur, ancien directeur du Palais de la Culture d'Abidjan et de l'Acteur Studio à Abidjan toujours. Donc voilà nos invités pour cette discussion. Ma première question s'adresse à Marie-Philomène. Marie-Philomène, c'est vrai que depuis quelque temps maintenant, le cinéma africain semble, comme le disait lors de la remise de prix à Mati Diop en 2019 à Cannes, nous avons le réalisateur tchadien Mahat Saleh Haroun, oui. Voilà, que vous connaissez bien puisque vous avez joué sous sa direction un film qui s'appelle Sexe, Gombo et Beurre Salé. Oui. Et donc effectivement Mahatma Saleh Haroun se plaignait de ce marasme du cinéma africain. Est-ce que vraiment vous le ressentez, vous? Est-ce que vous sentez que ce cinéma africain est en perte de vitesse?
Vous savez, la culture est le socle sur lequel est assis un individu. C'est sa base, c'est ce qui le définit. Et le cinéma en est une des vitrines. Un marasme, est-ce que... Par rapport à qui? Par rapport à l'Afrique ou par rapport au reste du monde? Il faut tout simplement, avant, moi je dirais plutôt que de parler de marasme, de ce qui n'a pas été, de ce qui est, je pense qu'il faut que nous repensons d'une manière générale le cinéma africain. Il faut tout simplement repenser, comprenez. Il faut que nous devenons nous-mêmes nos propres acteurs. Quand on parle de marasme, les questions qui se posent, c'est forcément par rapport... je pense que vous avez évoqué l'un des thèmes qui est le financement. Le financement, on va en parler tout à l'heure, absolument. Mais la problématique est là de toute façon. Oui. On peut débattre, on peut aller sur des thèmes, évoquer tout. Tout est à partir de là. Oui. Il faut tout simplement que nous soyons dorénavant. Il faut que l'Afrique se donne à elle-même ses propres moyens d'exister, pour elle-même d'abord. Et ensuite pour le reste, l'humanité. Parce que si on considère que l'humanité est une, nous faisons partie de cette humanité. Bien sûr. Mais alors comment peut-on croire ou comment se fait-il qu'une partie de l'humanité croise les bras et attend l'aide de l'autre, que ce soit l'autre partie de l'humanité qui vienne à son secours à tous les coups pour les productions et autres. Non, une telle chose n'est pas bonne non seulement pour nous, elle n'est pas bonne pour l'humanité. Donc, donnons-nous les moyens à nous-mêmes avant de parler de ma race, qu'est-ce qui ne va pas. Mais il faut juste repenser à la chose, je dirais même au-delà du cinéma seulement, de la culture d'une manière générale. HTB, donc réalisateur, producteur, est-ce que vous faites le même constat? Quels sont les défis que doit relever le cinéma africain aujourd'hui? Moi, je vais être un peu plus virulent que notre grande sœur Marie-Philomène. En fait, le marasme, il existe déjà depuis des années. Vous voyez, on va pas se mentir. Alors, on va plutôt parler du cinéma francophone, qui est vraiment dans le marasme, en fait. Parce qu'effectivement, les anglophones, les lusophones, ils sont très loin. Aujourd'hui, le Nigeria est première puissance économique en Afrique. C'est grâce à Nollywood. Absolument. On va en parler d'ailleurs. C'est grâce à Nollywood. Ouais. Donc, du coup, le marasme, en fait, c'est du côté du cinéma francophone où en fait, on ne veut pas s'appliquer à faire du cinéma. Parce que le cinéma, c'est une grosse vitrine. Mais les États-Unis, grâce au cinéma, ils nous ont montré que c'est eux qui vont sur la Lune, c'est eux qui peuvent sauver. On sait même comment fonctionne la Maison-Blanche, grâce aux États-Unis, tu vois. Sauf qu'aujourd'hui, notre cinéma, en fait, on est là, en fait, à promouvoir la misère, si on peut dire ça comme ça, là. Oui. Tu vois, à promouvoir la misère, à montrer ce qui ne va pas chez nous. Il y a plein de trucs qui ne vont pas partout. En France, il y a plein de trucs qui ne vont pas, mais ils ne vous montrent pas ça. Tu vois. Grâce au cinéma, en fait, on peut développer le tourisme, il y a plein de trucs qu'on puisse développer grâce au cinéma. Mais sauf qu'aujourd'hui, on a juste l'impression qu'il y a des gens qui aiment, en fait, montrer la misère de l'Afrique. Pourquoi? Et nous-mêmes, nous montrons cette misère. Et en fait, c'est nous-mêmes, en fait, qui encourageons ça. Ah, oui, je suis tout à fait d'accord, mais je pense que vraiment, ça rejoint, on va tirer de long en large, ça rejoint ce que j'ai dit. Il faut que nous nous donnons à nous-mêmes les moyens. L'Afrique a tant donné et donne tant au reste du monde, il faut qu'elle se donne à elle-même. Cette vision-là, ce dont il parle, c'est la vision des autres. Il faut se réapproprier notre propre culture, nos propres valeurs, et puis dire qui nous sommes, quoi. Et pouvoir, c'est sérieux. Bon, les références, la Maison-Blanche, les États-Unis, tout le reste, d'accord, ok. Je suis tout à fait d'accord parce qu'on parle bien de la culture qui est le soft power. C'est ce que les Américains ont utilisé. Donc, pour nous, moi, je dirais que c'est la véritable richesse que nous avons, la culture, et donc le cinéma en est une vitrine pour le développement d'une manière générale. Nous avons également Sidiki Bakaba qui est en duplex et qui lui aussi nous donne sa vision du cinéma africain et des défis qu'il a à relever. C'est le frein que l'Afrique tout entière a, même politiquement. Je fais partie de cette génération qui était préadolescent à l'indépendance, plein de rêves que nous avons vraiment nourris. Et puis, voilà, on a vu la naissance de l'OUA. Si on dit aujourd'hui un frein en Afrique, c'est un ensemble. Et le cinéma ne peut pas être détaché de cette atmosphère. Voilà, dans l'ensemble, le frein est le même frein, c'est la prise de conscience de soi. Le cinéma africain, à sa naissance, était très bien parti, avec les Seben Souman, les Désiré Carré, les Medondo,
du parc et tout le monde, ceux qui étaient là, à Chéria, ont décidé de faire un cinéma, mais qui accompagnait nos jeunes indépendances. Et tous ces films, vous voyez, c'est des films pour éduquer. Et le cinéma, les gens croient que c'est simplement le divertissement. La maladie du cinéma africain aujourd'hui, s'il y a cinéma africain, je vais tout à l'heure faire la nuance, mais d'une manière générale, c'est qu'on ne fait pas un cinéma en vue de vouloir dominer le reste du monde, de vouloir donner une fierté aux Africains, de décomplexer un monde qui a été dominé culturellement et politiquement, continue à être dominé. Et nous-mêmes, les films que nous faisons aujourd'hui, c'est des sitcoms, c'est pas du cinéma. Ou alors, c'est des copies de films, de films brésiliens. Voilà, on reproduit la même chose. Les salons, c'est les salons Louis XIV, Louis XVI. Et quand on voit ce qu'ils sont capables de faire nos artisans, écoutez, on pouvait faire des salons extraordinaires pour donner envie aux autres de venir acheter justement de l'artisanat en Afrique. Mais regardez ce qui se passe. C'est des salons Louis XVI, Louis XIV, et qu'on expose. On s'habille comme le cinéma africain ou le cinéma brésilien. C'est même pas du cinéma. Je dis, il faut faire la nuance. Le vrai cinéma est fait pour justement vendre, imposer son image, redonner de la dignité à un peuple. Ce qui a été malheureusement mal compris au début avec tous ces aînés-là, qui beaucoup, hélas, sont partis aujourd'hui. Et puis, aujourd'hui, avec l'avènement de la numérique, on croit qu'il suffit de prendre une caméra et mettre des gens qui bougent devant, qui parlent d'être cocufiés ou de cocufier avec la bonne. On en est là. On ne fait pas un cinéma pour conscientiser. Résultat, nous-mêmes participons maintenant à continuer à coloniser notre peuple. Les enfants sont assis, ils regardent la télé, papa, maman, tout le monde est là, la bouche ouverte. Mais le cinéma, c'est un grand livre. Pourquoi nous sommes tous dominés aujourd'hui par l'Amérique, y compris l'Europe? Tout le monde est dominé. C'est le cinéma, c'est la clé. C'est-à-dire, c'est un outil extraordinaire. Et tant qu'on ne lui donnera pas ce rôle-là, on ne va pas arriver à faire un vrai cinéma qui reflète notre image, qui donne de la dignité aux nôtres. Une grande dame de la culture, Aminata Draman, qui a bientôt, il y a quelques jours, je l'entendais lors de son interview, elle a été ministre de la Culture, Aminata Traoré. Elle a dit la désolation, c'est que quand on regarde la télévision africaine, il n'y a rien que des images pour complexer. Tout est faux. Les cheveux, c'est faux. Les teintes sont faux. Tout est faux. Et avec ça, on croit qu'on existait et on veut s'imposer. Non, il faut que nous pensions que tellement de richesses et que c'est nous que d'autres doivent envier. Que des gens quittent l'Asie, quittent partout dans le monde pour venir justement parce qu'on a des choses extraordinaires. On a des paysages extraordinaires. On a un artisanat qu'on peut vendre dans le monde. Mais non, on continue à aider les autres à nous coloniser. Lorsque l'on pense cinéma, lorsqu'on pense à une œuvre cinématographique, forcément, on pense tout de suite au financement. Marie-Philomène, est-ce que vous pensez que l'origine des financements peut influer sur le contenu d'un film? Absolument. Absolument. Si les bailleurs de fonds sont les autres, les mécènes sont les autres, c'est pas cadeau, hein. Il y a un prix à payer à tous les coups. Et donc, du coup, pour les créateurs, ton œuvre n'est plus tout à fait la même à la base, quoi. Est-ce que c'est pour cela, d'ailleurs, que, justement, on sait que beaucoup de ces subventions viennent de France? Est-ce que c'est pour cela qu'il y a également un manque de souffle à ce cinéma africain, à cause de ces subventions qui viendraient comme ça d'ailleurs? Je pense qu'il a quand même, il a touché du doigt HTB, tout à l'heure HTB quelque chose en parlant du cinéma francophone. Absolument. Bon, nous parlons du cinéma et moi, je tiens quand même à dire que d'une manière générale,
je ne voudrais pas prononcer le mot que tout le monde connaît. C'est la même chose avec la France-Afrique. Comprenez? Le mot est lâché. Voilà. Le mot est lâché. HTB, vous êtes, comme je le disais, donc réalisateur. C'est vrai que ces financements, lorsque vous décidez de créer un film, comment est-ce que vous financez votre œuvre? Est-ce que vous l'autofinancez? Est-ce que vous allez aux différents guichets que l'on connaît, notamment ici en France, pour faire votre film? Quand vous voulez créer une œuvre, certes, vous pouvez avoir du financement. Mais sauf que si le financement, comme elle a dit, vient de quelqu'un d'autre, le prêt à payer, il est là, derrière. Donc, nous, quand on va chercher du financement, moi, j'aime être indépendant, j'aime être libre quand je crée mon œuvre. Ouais, je ne veux pas qu'on me pose des trucs qui ne vont pas me plaire. Hein, parce qu'au bout du compte, quand tu vas signer ton film, c'est ton nom qui sera là. Ce n'est pas le financement, c'est même plus le producteur en fait, qui sera. C'est toi, face au public. Tu dois répondre de tout ça. Donc, effectivement, on peut créer nos propres contenus pour générer des revenus, pour pouvoir produire nos propres contenus, en fait. Parce que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, en fait, produire nos propres contenus. On n'arrive pas à le faire. On préfère aller commander. Et quand on nous donne de l'argent, ils nous imposent des thèmes. Et ça fait des années. Ça fait des années que ça dure. On nous donne des 100 000, 200 000. Les commissions, elles sont là. Elles n'en finissent plus. CFA. CFA, voilà. CFA. Et souvent, parce qu'effectivement, c'est vraiment des sommes dérisoires. Des sommes dérisoires qui prennent pour les faire tout et n'importe quoi. Comme on a l'habitude de dire, des films calbasses. Donc nous, effectivement, enfin, moi, pour ma part, je préfère être libre de penser, libre d'écrire. Maintenant, s'il y a un investisseur qui veut investir dans ma production, c'est selon mes conditions. Bien sûr. Ouais, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut. Les États-Unis, ils ont mis un modèle économique qui fait qu'ils ont rendu le cinéma divertissant. À l'Afrique francophone, je pense que les gens n'ont pas encore inculqué que le fait que le cinéma, c'est aussi du divertissement. On veut donner trop de leçons de morale à travers. Non. Quand moi je vais dans une salle de cinéma, c'est pour m'évader. Voir les voitures qui volent, les gens. C'est ça, en fait, le cinéma aussi. Et c'est ça qui fait la richesse de ce cinéma-là. Mais si, effectivement, on est toujours tout le temps à vouloir raconter les misères. Les Rwandais, ils ont fait plus de 10 ans de génocide. Mais vous pensez qu'effectivement, ça va leur plaire de voir tout le temps ce qui s'est passé chez eux? Non, ils ont avancé. Donc, effectivement, pour les productions, il peut y avoir des financements qui viennent de partout. Mais sauf qu'il faudrait que les créateurs, ceux qui vont demander ces financements-là, derrière, qu'ils soient maîtres de l'œuvre. À partir du moment où vous n'êtes pas maître de votre œuvre, rien ne va plus, en fait. Alors justement, HTB, vous voulez rajouter quelque chose, Marie-Philomène? De toute façon, nous tournons autour, nous disons la même chose. Il va falloir tout un travail d'une manière générale, autant pour les créateurs, et il nous faut un public qui consomme, le public africain qui consomme le cinéma africain. Il faut que nous travaillions, qu'il y ait tout un travail pour que nous puissions consommer nous-mêmes, consommer nos propres... Mais justement, est-ce qu'on n'a pas l'impression que la plupart du temps, ce cinéma créé en Afrique n'est pas pour le public africain? Non, mais c'est du mimétisme par rapport... Je parle encore de notre culture. Il faut vraiment se réapproprier qui nous sommes. Ce n'est pas un repli. Parce que de toute façon, chaque être humain, à force d'être à l'extérieur comme ça, tout être humain, à un moment donné, on a besoin de revenir en soi-même pour pouvoir mieux être, quoi. Donc, quels sont les modèles, quels sont les références que nous avons, quoi. Donc, il faut vraiment, fondamentalement, au niveau de la production, d'abord la formation au départ. Moi, je parle de formation d'une manière générale parce que c'est effectivement un art, c'est un métier. Il est divertissant, c'est vrai, mais à travers le cinéma, on peut, dans tous les pans d'ailleurs de la société, éduquer, on peut apporter tout, pas effectivement raconter cette vision-là, ce qu'il veut dire HTB, la misère et tout le reste, c'est parce que j'ai dit c'est encore une autre vision où, par exemple, on sait comment toujours... Peut-être dépassée d'ailleurs, parce qu'on va arriver, on va discuter, on va parler là tout de suite effectivement de cette rivalité intergénérationnelle dans le cinéma. Est-ce que justement cette vision misérabilisme des sociétés africaines, c'est l'ancienne génération, et est-ce que la nouvelle génération aujourd'hui a un regard plus... comment dire ça, plus prospectif, plutôt porté sur l'avenir du cinéma? Est-ce que c'est peut-être ça aussi, la discussion qu'on peut avoir sur le cinéma africain d'aujourd'hui? Je pense qu'il y a un peu de ça, je ne vais pas vous mentir, je pense qu'il y a un peu de ça, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'à l'époque, nos aînés, ou bien nos aïeux, comme on peut dire, ils n'avaient pas, ça n'y avait pas le numérique, c'était l'argentique, pour ce que je veux dire ou pas. Et ils n'avaient pas les moyens de faire assez de recherche. Donc aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on a accès à un tas d'informations, même sur le net. Et on explore et effectivement, on voit beaucoup de productions qui viennent de l'extérieur. Le streaming est arrivé, c'est fait qu'aujourd'hui, on a accès à beaucoup de choses. Ce qui fait qu'effectivement, on essaie quand même, pas de copier, mais on essaie d'adapter les techniques narratives du cinéma
pour faire des produits de qualité. Parce qu'il est question de ça en fait. Si le cinéma francophone, il stagne, c'est parce qu'en fait, en termes de qualité, on n'y est pas du tout. On n'y est vraiment pas du tout. Aujourd'hui, vous prenez l'exemple de Netflix, quand il est arrivé en Afrique, sa première production africaine, c'était en Afrique du Sud. Ils sont là achetés, le premier film africain, c'était au Nigeria. Je viens de le dire. Mais en Afrique francophone, on est nulle part. Donc il y a ce problème de qualité, mais en fait, qu'on refuse de voir. Nos aînés, ils ont fait le travail, mais il y a un problème de qualité derrière. Il y a le problème il y a la façon de raconter en fait le film. Comme on dit en fait, la caméra c'est comme un stylo. Si tu écris mal, personne ne pourra te lire. C'est aussi simple que ça en fait. Donc il y a ce problème de qualité qu'il faut qu'on règle aussi. Elle a parlé de formation. La formation, elle est très importante. Alors la formation justement, est-ce que la formation se fait également pour le public? Parce que quand je dis par exemple que le public est plus attiré, c'est vrai qu'il y a une sorte d'impérialisme culturel des films américains, des films d'Amérique du Nord, des films français qui inondent les écrans pour là où il y en a africains. Et donc le public africain est habitué à ces films-là, mais ils vont, un Sarawina ou des films comme ça, ils ne connaissent pas. Donc comment est-ce qu'on fait pour justement éduquer ce public-là aussi à ces films-là? Nous retournons sur... Il parle de la même chose, je vous assure. Il faut regarder un peu, terre à terre, hein, de toute façon. Les branches sont accrochées à un tronc. Et les feuilles sont accrochées aux branches. Et le tronc lui-même est enraciné dans quelque chose. Il faut que nous retournons et il faut tout simplement éduquer d'une manière générale à consommer. Il faut à consommer africain d'une manière générale. Donc, consommer les œuvres de créateurs. Et en ce moment-là, nous parlons d'éducation. Et quand il y a des œuvres de qualité, en ce moment, forcément, le public est attiré par ça. Donc, il faut vraiment... C'est un autre système complètement qu'il faut penser, quoi. Je vous donne juste pour compléter, je vous donne un exemple tout simple, la série Maîtresse d'un homme marié, qui cartonne actuellement. Oui, en Côte d'Ivoire notamment, enfin un peu partout au Sénégal. En fait, qui cartonne un peu partout, effectivement, mais en fait, c'est une série sénégalaise, elle est à 1 million de vues. Pourquoi? Parce que c'est une très bonne série, avec des bons acteurs et des acteurs inconnus. Vous voyez, des acteurs inconnus, et toute l'équipe, ce sont des jeunes. Vous voyez, la créatrice, c'est une jeune scénariste, les acteurs, c'est tous des jeunes. Donc effectivement, quand il y a un produit de qualité, le public répond. Mais si c'est qu'effectivement, nous les jeunes aujourd'hui, on est plus attirés par tout ce qui vient des États-Unis, peut-être de Bollywood, c'est parce qu'en fait, ce sont des produits de qualité, c'est pas parce qu'effectivement, non, c'est parce qu'ils font du bon travail derrière. On aimerait faire ce qu'ils font, mais en racontant nos histoires. En fait, il est question de ça en fait. Derrière. Mais j'ai un petit souci quand même depuis tout à l'heure des jeunes et tout le reste, c'est quoi? Oui, Marie-Philomène, vous êtes entre deux, vous êtes encore jeune. Peu importe, l'âge c'est un chiffre, quoi. L'âge c'est un chiffre et il ne faut pas oublier non plus que chez nous on dit, l'a dit Amadou Ampateba, vous savez, il y a des vieux de 10 ans, 12 ans, parce qu'ils ont une vivacité d'esprit, une capacité de proposer. Il y a des jeunes de 90 ans. Ils sont vieux tout simplement parce qu'ils ont des cheveux tout blancs. Donc, il faut faire quand même très attention. Oui, sur ce rapport jeune-vieux, vous êtes plus nuancé. Oui, c'est vraiment la qualité, c'est l'excellence dans le travail. Ça peut être autant un vieux. Il faut savoir, vraiment, il faut que nous nous posons des bonnes questions. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Qu'est-ce qui est valable pour nous? Qu'est-ce qui est exaltant pour nous? Comprenez? Et dans tous les domaines bien possibles, dans les métiers du cinéma, par exemple, pouvoir donc... On ne fait pas un cinéma de qualité juste... Un film de qualité juste parce que le réalisateur a fait un scénar et autres... et qu'il est jeune. Et qu'il est jeune. Moi, je suis une jeune talent. Non, mais vraiment, il faut que nous nous posons des bonnes questions. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Qu'est-ce qui est exaltant pour nous? Il ne faut pas seulement dire que ça ne va pas, par exemple. Il faut qu'on se pose les choses. Regardez, qu'est-ce qui est bon? Alors, Sidiki Bakaba, bien sûr, que nous avons également en duplex, dont nous donne également son avis sur cette pseudo, moi j'avais bien envie de dire pseudo, rivalité entre les générations dans le cinéma, et son avis est très intéressant, nous l'écoutons. La plupart d'entre eux n'ont pas confiance en eux, c'est pour ça. Quand on a confiance en soi, on va toujours vers les vieux. Moi, quand j'arrive dans n'importe quel pays, avant quoi que ce soit, dans le village, en Afrique, je vais chercher toujours le doyen, je vais aller m'asseoir à côté de lui. J'ai une panne de voiture, je vais aller vers le vieux, je m'assois. Le temps qu'on me dépanne, j'ai appris beaucoup de choses. Dans ces conditions-là, il n'y a pas de conflit. Ceux qui sont là, ils sont perdus, ils sont paumés parce qu'ils n'ont pas de repères. Vous croyez que les Américains n'ont pas de repères? Non, il n'y a pas ce problème là-bas. Et j'ai eu la chance, justement, grâce au FESPACO,
de rencontrer Babou Yoko, qui a créé un festival, Pan-African Film Festival, depuis la première édition. J'y allais tout le temps. À chaque édition, il va faire venir Sidney Poitier, il va faire venir Jim Brown. Danny Glover. Oui, les anciens, ils sont là. Il y a toujours un qui est honoré. C'est-à-dire que les jeunes ont envie de ça. Les nôtres, non. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à approcher. Appartenir, quelle chance j'ai eu d'être de cette génération charnière, d'être celui qu'on appelle petit frère, et d'être celui qu'on appelle aujourd'hui grand frère, ou tonton, ou papa. Mais je suis très content. C'est une fierté aussi. Mais donc, je suis là pour dire ces choses. Vous m'en donnez l'occasion. Et je suis content que ce soit du Cameroun que je sois aujourd'hui en train de dire. Vous voyez, je suis devenu Camerounais. J'ai joué dans un film tout le Cameroun qui s'appelle Héritage perdu. Mais mon héritage n'est pas perdu. C'est très, très bon. Et je vous ai cité ceux qui m'ont invité, ceux qui m'ont tendu la main aussi et qui continuent à me voir. Et quand je pense à eux, je sais que je ne suis pas seul. Quand je pense à Sissoko au Mali, je ne suis pas seul. Ou bien à tous ceux qui sont des cinéastes, qui travaillent et qui m'ont aussi tendu la main. Je pense que Cheikh Omar Sissoko également est là. Et voilà, ils m'ont tous dit, ben, quand je les vois, je suis heureux. Je sais que l'Afrique est immense et qu'elle est une. Et ça, là, pour ne pas que cette Afrique qui a été morcelée, reste morcelée, pour que ses frontières soient brisées, le cinéma peut jouer un rôle. Nous avons parlé de Nollywood tout à l'heure, hein, effectivement, qui est donc le cinéma qui vient du Nigeria. Ce cinéma, aujourd'hui, tout le monde le connaît et c'est vraiment, en fait, il fait la fierté de l'Afrique, on peut le dire. Et c'est vrai qu'en même temps, ce cinéma, aujourd'hui, recherche des partenariats à l'international, avec d'autres pays, et notamment Bollywood. On a vu effectivement des partenariats se nouer entre Nollywood et Bollywood. Alors Marie-Philomène, je ne peux pas ne pas m'empêcher de me tourner vers vous parce que je sais combien l'Inde vous est importante. Vous êtes produite, vous avez chanté en Inde, vous êtes produite sur scène en Inde, vous avez coopéré avec des artistes indiens. Est-ce que ce type de coopération, c'est ce qu'il faut faire justement pour l'émergence éventuelle du cinéma africain? Absolument, absolument. Oui, il est vrai que l'Inde fait partie de ma géographie personnelle, je pourrais dire comme ça, et que il m'arrive de dire quelquefois que l'Inde m'a renvoyé. C'était un miroir pour moi qui suis partie très tôt d'Afrique, à un réancrage. Vous voyez, donc ce sont des collaborations, des partenariats qu'il faut effectivement mettre en place. C'est un peuple, enfin, c'est des gens par leur culture qui sont ancrés, nous revenons dans leur propre identité, tout en étant dans cette chose qui est d'aujourd'hui. Oui. Donc il faut tout simplement s'inspirer de ces gens qui ont la liberté de reprendre par exemple une œuvre d'Amérique et puis adapter. D'ailleurs, même quand on sillonne l'Inde, qu'on soit à Delhi, qu'on soit à Madras ou par ailleurs, les salles de cinéma, on voit que des films indiens. Et le public est indien, il va consommer. Voilà, il faut. Donc revenir à soi-même. Revenir à soi-même. Mais c'est vrai qu'en même temps, en Afrique, ce que l'on voit partout dans les écrans, enfin sur les écrans en Afrique, c'est les telenovelas. Est-ce que les telenovelas nous disent quelque chose de nous-mêmes ? Parce que c'est vrai qu'on est quand même très friand de ces séries qui apportent, enfin qui pour moi, j'ai mon avis mais je ne vous la donnerai pas. Est-ce que HTB, est-ce que les telenovelas apportent quelque chose à l'Afrique et au cinéma africain? Déjà, il faudrait se poser la question, pourquoi est-ce que les chaînes africaines, bien les distributeurs africains distribuent les telenovelas? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a ce problème effectivement, comme tout à l'heure je parlais de divertissement, les telenovelas, ça fait rêver. Qu'on le veuille ou pas, nous tous, ça fait rêver les telenovelas, tu vois. Et du coup, le public aussi en demande. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas, une espèce d'effet miroir avec les telenovelas? On sait que c'est le Brésil, on sait que la population du Brésil, il y a une majorité de population noire au Brésil, mais qu'en même temps, les telenovelas sont quand même
étrangement très blanche quand même comme série. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi un défaut d'aimer des séries comme ça qui ne mettent pas en avant des gens qui nous ressemblent, alors que le Brésil est quand même le pays qui est, je pense, le second pays au monde où il y a le plus de Noirs. Déjà, en termes de sélection de toutes ces séries, il faut déjà qu'il y ait des gens à la place qu'il faut. Il faudrait qu'il y ait des gens à la place qu'il faut, c'est-à-dire ceux qui font ces sélections-là, Bien sûr. ces distributeurs-là. Pourquoi ils le font derrière? Et je pense qu'on a ce problème de culture, en fait, où effectivement, les gens qui sont chargés de distribuer effectivement les films en Afrique ne savent pas choisir les films, en fait. C'est-à-dire, effectivement... Les programmateurs? Non, pas les programmateurs, en fait, le plus souvent, c'est des acheteurs, on les appelle, mais voilà, qui vont distribuer, en fait. C'est-à-dire, ils achètent des programmes parce qu'ils estiment que c'est ça qui est bon pour le public. Et donc, c'est eux qui orientent. Droit, donc voilà, à choisir, à estimer que c'est bon. Effectivement, on a ce problème de quel droit? De quel droit, effectivement? Mais moi, je pense que ça revient, la responsabilité nous revient encore. Et c'est tout un processus d'abrutissement. Nous, Africains, nous avons choisi d'être abrutis. C'est un moyen. Je parlais tantôt de ceux qui donnent les bailleurs. Et donc, ce n'est pas cadeau. Et ils vont nous donner ce dont qui va nous permettre de rester tout aussi, tout en y est, tout le temps. Donc, il nous appartient à nous-mêmes, effectivement, de savoir qui est devant. Par exemple, j'ai toujours un petit exemple où une célébrité africaine d'Afrique centrale repart sur son pays d'origine, très connu, planétairement connu. Et puis la ministre de la culture de ce pays-là décide de le recevoir avec toute son équipe. C'est un pianiste, un grand compositeur. Et la ministre, dans le studio, dans son bureau, dit, mais au fait, monsieur, c'est quoi un piano? Ok. Qu'est-ce qu'elle fait là? Quitte-t-elle? Voilà, tout simplement. Il faut vraiment... Mais là, vous revenez sur le fonctionnement plus général de la politique, de la politique, culture en Afrique. Ce qui est intéressant également, ce que vous disiez tout à l'heure, Marie-Philomène, vous parliez du professionnalisme, de la formation notamment. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question du professionnalisme des acteurs du cinéma africain. Moi, j'ai en tête comme ça, en mémoire, le film Yen de Djibril Mambéty Diop, et c'est vrai que, enfin Diop Mambéty, et c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir, il y a dans ce film notamment Yen, il y a une majorité d'acteurs qui sont des acteurs non professionnels. Est-ce qu'il faut que les acteurs soient tous des professionnels, ou est-ce qu'on peut comme ça se dire que oui, mais la particularité africaine, c'est qu'on puisse aussi faire jouer des non professionnels? Oh, mais vous savez, il y a des gens et des célébrités, des gens célèbres dans ces pays, par exemple, qui ont commencé le métier très tard, qu'on a choisi comme ça, et qui se sont donné le moyen de devenir excellents. On peut commencer à, je ne sais pas, on peut avoir été avant un docker, à partir du moment où on embrasse le métier, on se donne les moyens de devenir excellent. Oui, mais là on ne parle pas de l'âge, on parle vraiment, c'est-à-dire quel que soit l'âge, on peut se former. Il faut se former. Mais c'est vrai que... Dans tous les cas, savoir pourquoi, pourquoi on le fait exactement. Il faut dire qu'effectivement, ce que nous voyons avec l'avènement de ce dont il parle HTB, le fiston, c'est avec les téléphones portables, avec tout ce qui est aujourd'hui, chacun peut réaliser, prétendre être un acteur, alors qu'il faut une formation. Avant d'aller à l'acteur studio, tout ce qui vient d'ailleurs, moi je pense qu'il y a aussi une formation de base chez nous. Moi, je repars toujours sur la studio, alors l'acteur studio de Sidiki Bakaba, il est à Abidjan, qu'il a créé. Alors, il a effectivement nommé du même nom de l'acteur studio américain, mais c'est une école de formation des acteurs en Côte d'Ivoire et à Abidjan. Je suis d'accord, mais avec les fondements, d'abord aussi de notre propre culture. Absolument, absolument. Absolument. C'est vrai que voilà, c'est beaucoup de mise en scène de personnes comme Sidiki Bakaba a quand même réalisé beaucoup de films, et c'est vraiment, il a puisé dans nos cultures. Il parlait des rêves, nous pouvons faire rêver. Pourquoi les novellas font rêver? Pourquoi notre culture à nous-mêmes ne nous fait pas rêver, ne ferait pas rêver? Vous connaissez notre glorieuse histoire. Moi qui suis une femme, vous savez, vous êtes représentante d'une reine, je pourrais citer Kimpa Vita Simba, de la reine Poko, Abla Poko, des histoires, que croyez-vous? Tout ce que nous trouvons par ailleurs. Mais ceux-là, les ont puisés en Afrique complètement. Les grands peintres, les grands sculpteurs au monde, eux, ils s'accordent à dire, ont bien dit que, moi je me suis inspirée des masques africains, des sculptures africaines et autres. Et pourquoi nous ne sommes pas fiers de ce que nous sommes de notre culture, pour pouvoir dire que bon voilà,
Ça, c'est nous, ça. Ça, c'est nous. HTB, l'absence de professionnalisme des acteurs, c'est important également. Ça, c'est un vrai problème dans le cinéma africain francophone. En fait, c'est un très gros problème. Moi, j'ai pour habitude de dire, en fait, on fait du théâtre filmé en Afrique francophone. Parce qu'en fait, quand tu regardes les acteurs qui jouent, ça crie. Ça crie, ça crie, ça crie, ça crie, et ça crie tout le temps. Le scénario, tu comprends pas. En fait, c'est bruyant, c'est très bruyant. C'est bruyant. Pourtant, c'est toute une structure. En fait, je ne veux pas que c'est simple. Écrire un scénario, c'est toute une structure. Même être un acteur, c'est toute une structure, en fait. Le temps utilisé, les émotions, il y a plein de trucs, en fait, mais que les gens ignorent. Ils pensent, en fait, effectivement, avec le téléphone. Tu mets ton téléphone là, tu racontes ta vie, tu es un acteur. Non, on le dit depuis le début, c'est un métier. Ça s'apprend. Même si, effectivement, tu as un don, il faut développer ce don-là. Mais je suis tout à fait d'accord, mais je suis actrice, attention. Hein. Il ne faut pas vilipender que les acteurs. Hein. Ouais. Il nous faut des belles histoires qui nous parlent à nous-mêmes. Il nous faut des scénars, de ceux qui écrivent, de belles images. D'une manière générale, ce n'est pas un acteur seul qui fait le cinéma, bien que ce soit l'acteur qui porte les meilleurs moments du cinéma, d'un film, au niveau des émotions. Mais c'est un ensemble. Il faut de la formation. Et puis, je parlais tantôt du public. Et quand tu auras donc de la qualité, on va faire rêver notre public. Parce que bon, quand on se retrouve dans ce qui est dit, on y est, voilà. Alors c'est vrai que pendant longtemps, enfin notamment de cette partie-là en France notamment, on a de plus en plus aujourd'hui de réalisateurs, d'acteurs, de scénaristes qui vont justement dans des écoles. C'est-à-dire que c'est vrai que pendant longtemps, on a quand même eu aussi des personnes qui écrivaient à notre place. Aujourd'hui, on se réapproprie justement nos histoires et on les écrit, on les réalise. Est-ce que c'est quand même une avancée? Donc ce qui veut dire que peut-être que dans le futur, dans un futur proche, nous pourrons voir de plus en plus de films qui nous conviennent. De toute façon, hein, tôt ou tard, il faut qu'on arrive par là, parce que je dis qu'à un moment donné, même un individu à son niveau, dont une communauté a besoin de faire une rétrospection, c'est ça. Et on ne peut pas toujours regarder à l'extérieur, quoi. Et puis, dans tous les cas, il faut que nous sortons aussi de cette posture qu'on nous donne, de commander, de tout cela. Il faut qu'on s'invente nos propres moyens. Il faut absolument se réapproprier qui nous sommes à travers le cinéma de Belle et faire rêver. Le rêve, les nôtres. Pas qu'avec les novellas, comme il dit. Nous allons écouter justement ce que dit Sidiki Bakaba à ce propos. Il faut une volonté politique, je vous dis. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ne s'intéressent pas trop à la culture. Je vous donne l'exemple d'un homme qui, lui, par contre, Mamadou Koulibaly, qui était président de l'Assemblée nationale à l'époque où je dirigeais le Palais de la Culture, il venait voir une pièce comme L'Île de tempête de Bernard Dadier, qui opposait justement le Napoléon à toute son ouverture, la résistance de tout un peuple, la dignité d'un peuple qui refuse qu'on leur remette la chaîne. Et qu'est-ce qu'il fait? Il voit une pièce, il la voit 3 fois, et il va payer, acheter toutes les places, et il fait venir un lycée, un collège chaque mercredi, et après les pièces, il monte sur scène avec nous et on débat avec les enfants. Cet homme est un très grand homme de culture. Et tous nos dirigeants devraient avoir cette humilité d'aller au théâtre, de voir, de lire. Je suis venu au Cameroun, moi, il y a quelques années, j'étais invité par un de mes aînés que j'avais trouvé en France quand j'étais étudiant en théâtre. C'est Ambroise Mbia qui m'a invité à son festival de théâtre. Et je suis arrivé. Pourquoi? Parce que ce qui me préoccupe le plus, c'est la formation. Transmettre. Ma culture est celle de la transmission. Et bien, j'arrive, le lendemain matin, de mon hôtel, j'étais déjà dans une salle au Centre culturel américain, allemand, il avait déjà fait un casting de jeunes qui vont faire un stage pendant 21 jours avec moi, et qui aboutit d'ailleurs sur un spectacle. Et bien, le lendemain, je suis dans la salle, qui est-ce qui vient? Un autre homme de culture, Bassek Bakobio, qui est tout de suite, il m'appelle grand frère. Il était là avec beaucoup d'humilité, nous voir en collant, en travaillant, transpirer, et voilà, on formait des comédiens. J'ai toujours dit, je n'ai pas formé des marionnettes, j'ai formé des hommes. Et il ne s'agit pas de s'agiter devant une caméra pour dire qu'on est acteur. Quand j'entends une actrice
l'autre jour sur les chaînes disant « Ah ben moi j'aime les novelas, moi j'aime les… » Oui, c'est très joli. Alors c'est une actrice qui parle là, qui dit qu'elle aime ça, une africaine. Voilà, son modèle est là et c'est ce qu'elle aime. Voilà comment elle est actrice. Alors, je dis, il y a certains de mes aînés qui se retourneraient dans le tombe. Parce que ceux-là, quand ils nous ont vus, les Bachir Touré, Douta Seck, Robert Liansol ou Medondo et autres, dès que nous arrivions en France, la première des choses, ils étaient nos modèles. Et on courait les voir. Ils nous tenaient par la main. Ils nous amenaient à la radio. Ils nous apprenaient comment travailler, comment faire des pièces radiophoniques, puisqu'à l'époque, on n'avait pas cette chance de les voir à l'image. Et on se donnait la main. Et Georges Anderson, j'espère qu'il m'entend, ben oui, ou Gérard Essamba, c'est des gens qui m'ont tenu la main, on est ensemble. Et je pense que le travail pour nous, et ça, j'appelle encore les autorités, commencer à développer. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous avons perdu 60 ans encore, 60 ans où aujourd'hui on devrait être un pays pas émergent, un pays qui en impose. Regardez le Rwanda, après tout ce qu'ils ont connu, hein, et qu'on ne souhaite même pas son pire ennemi, c'est un pays qui a aujourd'hui un festival qui est parti en flèche. Parce qu'il y a une volonté politique du président de la République de savoir que c'est ça qui compte d'abord. Si tu n'as pas décolonisé les gens avec ça, le cinéma, quel moyen prodigieux on a à notre disposition? Quel moyen extraordinaire qu'on a. Au lieu de cela, nos télévisions sont là, ben on reçoit des émissions gratuitement, mais c'est du poison. On nous apporte du poison. Tous les 2 ans se tient le FESPACO. Ouais. Effectivement, donc en 2019, nous avons une nouvelle édition. C'était le 50aire de ce festival. Cette édition, pardon, a été émaillée de différentes polémiques. Ouais. Notamment, il y a eu effectivement un hashtag qui a surgi, même pas peur. Marie-Philomène, j'ai envie de vous demander, cette édition du FESPACO, qu'est-ce que vous en retenez? Le palmarès ou bien ce hashtag, même pas peur, lancé d'ailleurs par quelques membres de votre collectif, ancien collectif, vous allez nous en le dire, Noir n'est pas mon métier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet hashtag-là, moi je dirais hashtag même pas important pour moi, pas du tout, absolument pas. Vous savez, il faut faire les choses. Hein? Donc, la question n'est pas de faire les choses, de pourquoi on fait les choses, comment on les fait et comment on considère le reste, quoi. 50 ans de FESPACO, c'est pas rien. En tel que mythe, pour ceux qui parlent de cet autre nom de l'Afrique, mais il faut dire que le FESPACO, qui est la mère de tous les petits festivals d'après, partout en Afrique, c'est important, les 50 ans de l'édition était très importante, quoi. Donc, tous ces différents mouvements par-ci, par-là, je vais revenir dessus, le mimétisme. Tout ce mimétisme, le bruit venu d'ailleurs que nous reproduisons forcément. Mais les hashtags, même pas machin truc, par-ci et là, comment dire, on peut parler de violences sexuelles ou bien de comment on appelle ça? Les abus sexuels. Les abus sexuels. Abus et harcèlement sexuel. Harcèlement, c'est pas propre qu'à l'Afrique ou au cinéma africain, ou seulement au cinéma. C'est dans toutes les sociétés de tout temps, comprenez. Donc, il est vrai qu'il y a ce sont des problèmes qui existent qu'il faut soulever. Et il faut permettre donc à l'Afrique, avec ce qu'elle est, de pouvoir exprimer cette chose-là à sa façon, de pouvoir la dire. Pas en mimant, parce que ce qui est venu d'ailleurs, pas en étant la main, parmi les nôtres, la main de l'autre pour pouvoir encore nous asseoir dans une certaine posture. C'est profond ce que vous dites là. Bah oui, la main de nous par d'autres pour pouvoir nous imposer des choses. Absolument. Donc moi c'est hashtag vaut rien, absolument, parce que bon, les problèmes existent. Mais il faut quand même dire une chose, il y a des gens qui profitent des situations données, des douleurs, des souffrances, effectivement des femmes abusées, effectivement de tout un tas d'histoires pour pouvoir se mettre en avant. Donc cet hashtag là, moi, de toute façon je n'avais pas pris part.
Je n'avais pas préparé. Vous y étiez pourtant à ce FESPACO. Évidemment, j'y étais. J'étais au FESPACO. J'y suis retournée d'ailleurs même. Je suis très souvent au Burkina Faso parce que je suis membre de l'Académie des Sotigui Awards. Je préfère parler de quelque chose qui nous permet de nous construire, de nous élever, plutôt que des choses qui, surtout avec la main de l'autre derrière, qui nous permet... Qui nous écrase. Qui nous écrase. Justement, la place des femmes et du cinéma, de la diaspora dans le cinéma. C'est-à-dire que c'est vrai quand même que nous sommes ici sur le plateau, on est d'origine africaine, on est africain, mais on est de la diaspora aussi. HTB, vous êtes réalisateur de la diaspora. Ce cinéma, est-ce que le cinéma a sa place en Afrique? Est-ce que votre cinéma, en tant que diaspora, a sa place en Afrique? Oui. Et peut se faire entendre en Afrique, francophone bien sûr? Le plus souvent, les gens pensent que les gens de la diaspora, ils n'ont pas la culture de l'Afrique. C'est totalement faux. Le contraire. C'est totalement faux. On est né, on a grandi là-bas. C'est pas parce qu'on est ici qu'on a tout oublié. Non, et ça, c'est justement l'erreur que les gens commettent. Notre cinéma a justement la place en Afrique. Sauf que malheureusement, c'est un festival, effectivement, quand les réalisateurs de la diaspora envoient le festival, on nous fait comprendre que oui, mais ça a été réalisé en France. Moi, j'ai eu ce genre de réponse en fait. Vous voyez, j'avais rencontré effectivement, je vais taire son nom, une responsable d'une grande chaîne aussi dont je vais taire le nom. Je vais lui proposer effectivement mes créations. Elle m'a tout simplement dit, il ne bosse pas avec les réalisateurs de la diaspora, il bosse avec les réalisateurs africains. Et qu'en plus de cela, pour pouvoir écrire une série ou bien réaliser une série, il faut aller se faire former. En fait, il faut aller se former, effectivement. En Afrique? Non, il faut recevoir. En fait, elle me faisait comprendre en fait, qu'il faut que j'aille me former. D'accord. Et je lui ai fait comprendre que j'ai fait écart, madame, 2 ans. Juste pour la calmer. Et elle est partie. J'étais avec une jeune collègue qui était... Donc c'est pour vous dire en fait que les gens de la diaspora, souvent on le prend pour... On n'est pas des ennemis. Mais là, c'est justement parce que quand vous portez la question de la relation intergénérationnelle dans le cinéma, ce n'est pas une question de vieux-jeunes. C'est aussi une question de quel regard ces personnes... ces institutions du cinéma africain portent sur justement des personnes comme vous de la diaspora et qui apportent des projets autres que la vision uniquement centrée de l'Afrique. Franchement, je vais être un peu violent avec les vieux, parce que moi je parle en termes d'expérience personnelle. Effectivement, il y a des vieux, je ne vais pas vous mentir, qui veulent vous bloquer. Et je suis sûre que vous avez des noms en tête. J'ai des noms. C'est-à-dire, je peux balancer des noms, mais je ne vais pas le faire passer. Non, je ne vais pas balancer des noms, mais j'ai des noms. Effectivement, où on vous a menacé. C'est-à-dire, on m'a menacé, moi, de nuire à ma carrière. Juste parce que j'ai envie de voler de mes propres ailes. C'est-à-dire, on vous récupère, bien entendu, vous bossez avec le vieux, vous êtes content de bosser avec lui, mais vous voulez voler de vos propres ailes, il veut vous bloquer. Et comme moi, je suis un sawa, je te regarde droit dans les yeux, je te dis, tu peux rien me faire. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, les vieux, en fait, il y en a qui sont sympathiques, mais il y en a d'autres qui veulent vous imposer votre vision, qui n'est forcément pas la vôtre. Alors que c'est votre projet, vous faites comprendre, écoutez, moi je ne peux pas aller dans ce sens, je veux qu'on aille dans ce sens. Vous voyez? Mais ça, c'est en Afrique même ou bien c'est aussi partout, sur les deux rives? Partout. Aussi, en fait, aussi bien en France vous avez nos aînés, en fait, ils ont peur de nous. Ils ont peur de nous. Ils ont peur de leur place. Ils ont peur de perdre de place. C'est le même système. L'un et l'autre, comment entretenir, voilà. Ils reproduisent un peu l'autre. Mais justement, oui, je vous en prie. En fait, dans nos chaînes nationales du pays, c'est couvert que de vieux. Ils veulent, ça dit, vous voyez, ils tournent encore avec des régies analogiques. Ils veulent pas, ça dit, ils veulent pas de la nouvelle technologie. Ils ont peur. Regardez juste les habillages des chaînes nationales en Afrique francophone. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Ça dit, on est en 2020. Vous voyez des génériques, vous voyez des habillages, mais vous vous demandez, on est où là? On est où là? Et c'est ça qui nous représente. Et quand vous voyez même les cinéastes qui nous représentent, moi je prends les gens du Cameroun, les cinéastes qui nous représentent à l'extérieur. Franchement, ce qu'il dit est tellement profond. J'étais marraine d'un festival l'an dernier, d'un festival, Yara, disons, moi je dis Yara. Yara, le festival Yara, c'est la première fois qu'on faisait appel à moi. Au-delà des conditions, je dis je vais aller parce qu'il y a un devoir de transmission d'une certaine manière. Quoi. Donc je suis allée, il y avait un certain ministre de la Culture qui était. Nous faisons partie de ce monde. Et ce ministre, la seule chose, parce qu'on me l'avait placé à côté de lui, parmi tant d'autres ambassadeurs de différents pays, la seule remarque qu'il ait pu me faire, il n'a même pas observé que j'étais habillée, vous êtes habillée en kimono.
Voilà le seul échange. Il n'a pas remarqué que je portais une étoffe noble du Cameroun, dont je parle même. Ces gens qu'on met chez nous, qui sont là, on met dans ces postes-là, quoi. Il n'a pas remarqué qu'au-delà du style vestimentaire, que l'étoffe, le matériel qui était à la base, c'était un tissu noble du Cameroun. Donc, ça pose la question effectivement de la place de ces personnes que l'on nomme à certaines postes de responsabilité. Chacun c'est pour lui. C'est pour lui, il fait quoi? Ils font quoi là? Mais ça pose aussi la question de l'utilité de ces festivals. Est-ce que ce sont encore des dénicheurs de talents? Est-ce que ça permet la visibilité des films? Ou bien alors ça maintient comme ça une espèce d'entre-soi? Je ne vais pas vous mentir, effectivement, au tout début, les festivals, normalement, les festivals, le but c'est les dénicheurs de talents. La distribution aussi, qui est un véritable problème en Afrique. Sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu un business. On crée des associations pour avoir des subventions, on se met plein dans la poche et on fait un faux festival. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Comme des fausses écoles de formation. Comme des fausses écoles de formation. Vous voyez des professeurs qui sont des professeurs de mathématiques, mais qui te disent qu'il est professeur d'actorat. Mais on est dans une délit totale. Et c'est ça le problème en fait. C'est ça le problème en Afrique francophone. Hein. Les anglophones sont dans un autre délire en fait. Bien sûr. Bien sûr. Marie-Philomène, vous êtes invitée régulièrement à ces festivals. Vous pensez qu'il y a vraiment encore une pertinence de ces festivals pour notamment la jeune génération de cinéastes? On ne peut pas tuer une mère, forcément. Le FESPACO, particulièrement. Moi, je ne vais pas dire... Vraiment, je dis, il ne s'agit pas de dire qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui n'a pas été, tout le reste. Il faut tout simplement reconsidérer les choses. Tout simplement les poser. Le FESPACO, heureusement, qui est vraiment le seul festival qui est jusque-là, qui a donné à tous ces petits festivals qui sont un peu par-ci, par-là en Afrique, quoi. Donc, ce n'est pas indissociable, absolument. Vous savez, même le festival, le FESPACO lui-même souffre de cet état dont on faisait de bailleurs, de bailleurs de fonds. Donc, c'est pas cadeau, avec des conditions quand même. Posées. De grosses conditions. Et un malaise, et qui fait que les comportements de certains de nous, donc je suis tout à fait d'accord ce qu'il dit. Je prends ce que dit le fiston HTB, je prends la parole comme si j'étais une spécialiste, comme si on m'a toujours vu au cinéma du Cameroun, mais c'est parce que même le Cameroun en lui-même n'a jamais su que j'étais camerounaise. Comprenez? Et combien de nombre d'années, au-delà du cinéma, vous connaissez mon parcours? Combien de fois j'ai sollicité les hautes instances du Cameroun? Mais vous avez joué au Cameroun aussi dans Bikutsi Waters. C'était le premier de Jean-Marie Ténon. Et bien avant ça, je viens du théâtre, quoi. Vous venez du théâtre? Mon tout premier, j'ai représenté avec le Cameroun, Liking, avec d'autres... écrit une pièce pour moi, parce que quand on sort du conservatoire, on fait quoi? On veut retourner à sa culture, on fait quoi? On est obligé d'aller faire une recherche, aller vers quelqu'un pour qu'il écrit une histoire qui nous ressemble, qui nous parle, pour mettre en exergue nos histoires, nous. Donc, vous voyez, il faut vraiment une véritable politique culturelle. Et qui implique la formation et une certaine exigence entre nous-mêmes aussi créateurs, parce qu'évidemment tout le monde est créateur, du jour au lendemain, tout le monde est réalisateur, tout le monde est acteur, tout le monde et tout le reste. Il faut se donner les moyens, il faut qu'on se donne les moyens d'être, donc d'être excellent et de faire rêver les nôtres même. Alors justement, HTB, vous parliez tout à l'heure de la distribution. Dans la distribution, il y a également les salles de cinéma. C'est un vrai problème en Afrique. C'est un vrai problème en Afrique, les salles de cinéma. Est-ce que les télévisions, nationales ou privées, peuvent prendre le relais pour rendre visible ce cinéma africain? Les télévisions ne doivent pas prendre le relais, les télévisions doivent accompagner. On ne peut pas prendre le relais en fait. Prendre le relais, c'est que tu laisses ta place à quelqu'un. Non, tu dois accompagner. En fait, c'est une sorte d'extension. Vous voyez? Parce qu'en fait, quand un film sort en salle, en fait, le film a une vie. C'est comme un bébé, il faut que ça grandisse. Donc, ça sort en salle, ensuite en VOD. Et en fait, les télévisions ne peuvent pas être des relais. En fait, ils continuent. En premier, comme ça, ils devant. Ils doivent être au premier plan, en fait. Parce qu'effectivement, en même temps, parce qu'avant que le film ne sorte, il y a une campagne de promotion. Et forcément, la campagne, ça passe par la télé. Donc, la télévision ne peut pas être juste une sorte de relais. Non, en fait, il doit être dans le système même de distribution, en fait. C'est-à-dire, quand tu penses ton plan de campagne, tu dois penser à la télévision. Quel média va distribuer ton film et quel média va passer le trailer de ton film, en fait. J'adore, c'est super, c'est tout à fait valable ce qu'il dit, mais dans le temps. Moi, j'ai eu la chance et l'occasion, moi la vieille, voilà.
pour rire, mais c'est-à-dire qu'il faut qu'on, au-delà de la, c'est pas tous les peuples, c'est pas tous les publics, tous les qui ont la télévision ou qui vont aussi, peuvent aller au cinéma. Nous pouvons aller, la création, les créateurs peuvent aller vers les publics. Dans le temps, moi j'allais en vacances au village, on faisait des projections plein air. On va en parler justement de l'événement de l'HTB. Tout ce travail, ne pas attendre une télévision qui est, et souvent quand ils parlent de salles, comme s'il y avait des salles véritablement, mais il y a des salles encore, et ces nouvelles salles qui viennent encore d'où et avec des conditions, des conditions de l'autre, et qui viennent... Avec quel film? Avec quel film franchement, c'est la même chose que j'ai dit au début. Là où nous sommes, vraiment les gars, il faut effacer. Enfin, il faut recommencer. Il faut refaire. Alors, justement, HTB, on parle d'aller vers le public pour présenter des films. Vous, pour 2021, je crois, vous allez lancer un événement autour du cinéma. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, effectivement, c'est la semaine du cinéma qu'on a lancé. Parce qu'en fait, on a découvert qu'il y a une très belle salle de cinéma à Bankomo, qui est à 11 km de Yaoundé, qu'un promoteur privé a ouvert. Et on s'est dit, parce que déjà, il n'y a pas de assez de salles au Cameroun, on s'est dit, vu que notre boîte de production de Covered Borders, on va se lancer dans la production, on va tenter ce coup-là. C'est-à-dire faire diffuser des films, des réalisateurs talentueux, soit des films qui meurent dans les disques durs, ou des films qui vont mourir sur YouTube, en fait. Soit on va redonner vie aux films, soit on va effectivement donner visibilité à ces films-là. Vous voyez, et l'événement en lui-même, c'est de pouvoir permettre aux producteurs, aux investisseurs, aux distributeurs de venir voir, en fait, les talents qu'il y a chez nous. Parce qu'effectivement, la première édition, c'est au Cameroun, pour montrer effectivement le vivier du cinéma africain. Donc, ça va se dérouler pendant 6 jours. Il y aura notamment des sessions de formation, des débats et aussi beaucoup de projections. Parce qu'en fait, il faut que, comme on a dit tout à l'heure, que le public consomme le local, mais du bon local. Parce qu'il est question de ça, en fait. Parce qu'on insiste sur le fait qu'il faut que le film soit bon. Pour qu'il soit accepté, c'est comme les artistes. Si le mec n'a pas un tube, on ne va pas t'écouter. C'est aussi simple que ça. Mais c'est un principe général. Il faut il faut pour nous, Africains, si tu es un balayeur de rue de Ouagadougou, que tu puisses inspirer le balayeur de rue de Douala, le balayeur de rue de Bujumbura et tout le reste dans le cinéma. Il faut que nous soyons excellents en tout. C'est très bien cette initiative. Et surtout, moi, le vecteur, le côté, quand il parle de formation derrière, mais c'est ce que moi, voilà pourquoi moi je suis engagée aux côtés, par exemple, des Sotigi Awards, quoi. Parce qu'il est vrai que les acteurs, l'excellence est haut, mais il faut que nous puissions nous former. Et à la base, d'abord, qui sommes-nous? Nous posons des bonnes questions. Qu'est-ce qu'il faut pour nous? Quels sont nos besoins? Ce n'est pas la rupture avec le reste du monde. Au contraire, il faut s'ancrer dans ce qu'on est pour qu'on puisse aller offrir au-delà. Au-delà. Depuis Idrissa Ouedraogo, aucun Africain n'a accédé à ce rang à une marche seulement de la Palme d'Or. Autant dire que c'est un grand coup de pied au cul que le cinéma moribond de l'Afrique a reçu. Moribond parce qu'aujourd'hui, rares sont les pays du continent qui financent leurs films. Cette industrie sombre à vue d'œil sans que les hommes politiques ne lèvent le petit doigt. Cette assertion, elle est de Mahamat Saleh Haroun, très énervé contre le cinéma africain. C'était après la remise de prix à Mati Diop en 2019, lorsqu'elle a reçu le Grand Prix du Festival de Cannes. C'est vrai que cette phrase, cette assertion de Mahamat Saleh Haroun, ça vous parle tout de suite. Vous, à l'un et à l'autre. Il faut lui mettre un grand coup de pied au cul. Il a raison d'être en colère, Mahamat, parce qu'en fait, on est tous en colère contre ce système-là. Vous voyez, moi, il y a quelques semaines, j'ai découvert la liste des millionnaires de l'Afrique francophone. Oui. Des privés. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc moi je pense qu'à un moment donné, il faut aller vers ces gens-là parce que ceux qui sont dans le système, ils ne veulent pas financer le vrai cinéma, ils préfèrent financer des films qu'à la base avec le concours des institutions et tout ça là derrière. Donc on ira vers des privés qui vont, parce que je suis sûr que les privés, ils ont envie d'investir, mais il faut qu'ils aient aussi des vrais projets. Parce qu'il ne faut pas se mentir, hein, on est aussi quand même des jongleurs, d'accord? Parce que quelqu'un te ramène le projet, après tu as les fonds et le mec il disparaît. Il a raison d'être en colère parce que l'Afrique francophone, nous sommes le grand absent des grands festivals. Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oui, parce que 2019, Mati Diop,
2012, 2012, je crois que c'était justement Mahamat Saleh Haroun. Et avant, c'était Idrissa Ouedraogo. Donc, comme ça, il y a des espaces comme ça, il y a des temps comme ça très, très longs avant une reconnaissance internationale. Là, nous sommes encore dans la relation France-Afrique. D'accord. Excusez-moi. D'accord. Vous n'aimez pas trop... En parlant du Festival de Cannes. Je parle pour tout peuple. Oui, en parlant, évidemment. On parlait du Festival de Cannes. C'est toujours par rapport à ça. Ça ne doit pas être la reconnaissance ultime? Non, absolument pas. C'est l'Afrique pour nous-mêmes d'abord. Soyons d'abord fiers de ce que nous sommes nous-mêmes, quoi. Travaillons pour nous-mêmes. Au départ, moi, je ne dirais pas qu'il est moribond. Il y a eu des choses qui n'ont pas été, des choses qui ne vont pas. Donc, moi, j'ai bon espoir, malgré tout ce que nous disons, quoi. Parce que ce que nous disons ici, d'autres sont en train de dire la même chose partout ailleurs. Donc, aucune révolution du jour au lendemain ne s'est faite comme ça. Les choses vont se faire. Et nous allons donc vers l'avant, quoi. Pour moi, il n'est pas du tout moribond. Et cette colère, on doit la diriger vers nous-mêmes. Il faut qu'on la dirige vers nous-mêmes. Dorénavant. Parce que nous sommes les vrais responsables en fait, de ce chaos, en fait, parce que c'est nous-mêmes en fait le problème. Ce ne sont pas les Occidentaux le problème, parce que ce sont les Occidentaux, nos investisseurs, mais ce ne sont pas eux le problème. Eux, ils font ce qu'on leur donne. Vous voyez, c'est-à-dire si on parle du cinéma miséreux, ils vont dire « Ah, tiens, c'est ce qu'ils font ». Et ils mettent en avant. Tout à l'heure, je parlais du Cameroun, où effectivement, comme la nature est du vide, ceux qui nous représentent à l'extérieur, et les gens pensent en fait que c'est ça, en fait, le cinéma camerounais. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pendant ce temps, et ça, c'est sur le règne du système, mais pendant ce temps, au Cameroun, vous avez des très bons réalisateurs qui ont de très bons films, mais ils sont bloqués parce que. Donc, en fait, il a raison d'être en colère, Mahamat. Donc, effectivement, à nous-mêmes de nous réveiller à un moment donné. Et les réalisateurs, les créateurs, c'est à nous, tout ce travail-là, ça nous revient, d'aller donc vers tu parlais des milliardaires, de chaque personne, chaque individu, ça peut être un citoyen lambda, ça peut être n'importe qui, pour qu'il puisse, je disais tantôt, donnons-nous à nous-mêmes les moyens de pouvoir exceller. Tout simplement. Donc, pour parler de vos travaux respectifs, alors, la filmographie de Marie-Philomène, on ne va pas en parler ici parce qu'elle est tellement longue mais on peut citer Casse Départ, on peut citer Il a tes yeux, alors Il a déjà tes yeux, on en a déjà parlé tout à l'heure, on peut parler justement de Sexe, Gombo et Beurre Salé, on peut parler de beaucoup d'autres films. C'est vrai que bon, vous êtes un visage connu. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous, à cette génération de comédiens, de réalisateurs de cinéma africain qui vous connaissent et qui ont envie de vous écouter parler de ce cinéma aujourd'hui francophone? Nous parlons là de cinéma, mais moi je dirais qu'à la base, fondamentalement, chez nous en Afrique, nous ne séparons pas les genres. Il n'y a pas de séparation. Donc il y a un long parcours chez moi aussi au niveau de la scène elle-même, au niveau du théâtre, de la musique, certes. Qu'est-ce qu'il faut dire à ces jeunes cinéastes? Qu'est-ce qu'il faut dire aux Africains? C'est ce que j'ai dit. Donnons-nous les moyens d'être nous-mêmes. Posons-nous les bonnes questions. Choisissons ce qui est exaltant pour nous. Allons convaincre ceux qui ont les moyens pour porter notre culture très haut. Parce que la culture, c'est le socle sur lequel est assis un individu, sa base. C'est ça qui le détermine. Et nous avons besoin, et le cinéma en est une des vitrines, quoi. Comme beaucoup d'autres formes d'art. Bien sûr. Le rêve aussi. Absolument. Évident. Vous savez, mon rêve à moi, pensez, en tant qu'actrice, c'est d'incarner, par exemple, la reine Anzinga d'Angola, ou Kimpa Vita Simba. Des fois, vous voyez un peu, je ne rêve pas de jouer à je ne sais pas qui, quel modèle. Mais vous avez joué les nègres de Genet. Oui, les nègres, mais c'était la reine noire. Félicité. Très bien. Personnage de Félicité. HTB, oui. Vous êtes un jeune réalisateur, entre deux âges, on va dire. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens de votre génération sur, justement, lancez-vous, investissez le cinéma, formez-vous? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Ce que j'ai envie de dire à mes frères, mes soeurs, à mes petits frères, mes petites sœurs, c'est qu'en fait, on a du talent. En fait, c'est toi le vieux par rapport à eux. Oui, aussi. Donc on a du talent et on a ce problème aussi en Afrique francophone, cette solidarité qu'on n'a pas. Il faut qu'on l'ait. Il faut qu'on l'ait. Les Nigériens se sont élevés parce qu'ils étaient ensemble. Les Angolais, les lusophones, pareil. Donc, il faut que... Sans subvention de l'État. Il faut rappeler, le cinéma nigérian n'a pas attendu que l'État leur donne quoi que ce soit pour faire le cinéma. Ils ont inventé leur propre réalité. C'est ça. C'est important. Il faut qu'on soit solidaire. Et s'il vous plaît, c'est tellement important, comme il y a des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Mais ça, en fait, il faut... Si c'est pas le cas... Ça, c'est partout. C'est pas qu'au cinéma. Oui, mais c'est pas aux États-Unis, au niveau de Hollywood. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, il faut qu'on mette les gens qui connaissent en fait les rouages du truc en fait. Si c'est
un producteur qui a la tête d'une maison de production, qui sache de quoi on parle. C'est ça, en fait, c'est ça le problème en fait. Donc on met les gens à la place qu'il faut. C'est aussi simple que ça. Et si effectivement on a la direction de la cinématographie, un mec qui ne sait même pas c'est quoi un acteur, tout à l'heure elle a parlé du ministre qui demande à un artiste c'est quoi un piano. C'est un problème ça. Donc effectivement on a les moyens de faire ce qu'il faut. Faut pas qu'on attende. On peut créer du contenu. On peut créer nos propres histoires. On peut créer nos séries. On a ce qu'il faut. On a la matière qu'il faut. Mais je voudrais aller dans son sens, mais je voudrais quand même préciser très vite en disant que c'est une réalité, c'est vrai francophone, parce que l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone, mais c'est une réalité historique. Mais j'aime l'idée de savoir que je suis d'abord africaine, avant d'être francophone ou anglophone. Bien sûr, bien sûr. C'est très important. Nous arrivons au terme de cette émission. Je remercie vraiment nos invités de nous avoir donné ce débat, cette discussion sur le cinéma africain. Je souhaiterais également adresser mes remerciements à Karine Oriot, donc, qui me permet de la remplacer aujourd'hui, qui est la productrice de cette émission, mais également Aziz Sanfo, donc, qui est le réalisateur de l'émission, à Gwendoline, qui est également derrière la caméra. Merci à vous tous de m'avoir accueilli ici. J'espère que ça vous aura plu. À bientôt et merci.